Mesdames, Messieurs, le point de presse auquel je vous ai convié est axé sur la mise en œuvre des orientations stratégiques des autorités définies dans le plan quinquennal 2025-2029 du secteur de la santé. À cette occasion, il me semble important de ressortir d'abord quelques éléments de diagnostic situationnel. Ensuite, les réalisations enregistrées durant les 6 derniers mois. Et enfin, les nouvelles orientations et priorités assignées au ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que quelques actions urgentes. Au titre du diagnostic de la situation actuelle, je voudrais porter à votre connaissance que dès ma prise de fonction, j'ai entamé une série de rencontres de prise de contact avec le personnel administratif et technique, les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement, les partenaires sociaux, pour les écouter et passer en revue les différents segments du système de santé et d'action sociale. Ces rencontres ont permis de jeter les bases d'un dialogue responsable, inclusif, intelligent et utile à l'établissement d'un pacte social sincère et productif. Le système de santé actuel doit se reconstruire et se réinventer pour être conforme aux besoins en soins de santé de qualité des populations, suivant la nouvelle vision de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Les éléments de diagnostic situationnel ont permis de constater 1. La vétusté des bâtiments, des installations électriques, du système d'assainissement et d'approvisionnement avec des risques d'incendie et d'infection nosocomiale, des difficultés d'extension pour un certain nombre de structures sanitaires. La plupart de ces structures qui présentent des dysfonctionnements sont des hôpitaux de niveau 1, ça veut dire les établissements publics de santé de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, qui ont été construits depuis plus de 30 ans et qui ne répondent plus aux normes architecturales et organisationnelles, malgré de nombreuses réhabilitations, notamment les hôpitaux de Saint-Louis, de Ndioum, Ourossogui, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Thiès, Diourbel, Louga, hôpital Aristide Le Dantec, l'hôpital général Idrissa Pouye. Les derniers événements d'incendie notés dans les services de néonatologie des hôpitaux de Linguère, puis de Tivaouane, expliquent à souhait les défaillances des installations électriques dans les bâtiments abritant des services médicaux. Nous avons ensuite, comme deuxième point, l'état de délabrement très avancé, constaté pour beaucoup de structures de santé du pays, dont plus de 65% des centres de santé et des postes de santé, à hauteur de 60%, et des établissements de santé, publics de santé, notamment les hôpitaux, presque à 60%, et qui appellent de toute urgence à des mobilisations de ressources pour y remédier. En effet, le service de qualité est intrinsèquement lié à une infrastructure fonctionnelle et qui est aux normes. Cette situation de vétusté des infrastructures sanitaires est beaucoup plus préoccupante dans les régions de Thiès, de Diourbel et de Ziguinchor, où respectivement 93%, 92% et 87,5% sont à réhabiliter. Troisième point, le non-respect des normes de construction des infrastructures sanitaires récentes devant abriter des services de soins spécialisés a occasionné des problèmes d'étanchéité, de fissures et une dégradation des installations électriques et de certains locaux. Cet état de fait
a créé des difficultés pour une utilisation correcte des unités d'hémodialyse, par exemple à Tambacounda, du service de néonatologie à Tivaouane et à Linguère, des services de radiologie et de laboratoire à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, de Fann et Albert Royer à Dakar. Quatrième point, on a certains manquements sur les infrastructures hospitalières récemment construites, relatifs à l'étanchéité, notamment pour l'hôpital de Kaffrine, mais surtout sur des problèmes sur des lots techniques tels que la climatisation centrale à Touba, dont la maintenance préventive est problématique, due à des pièces de rechange très coûteuses, les équipements non conformes par rapport aux spécifications techniques définies à Tivaouane, par exemple, et un service après-vente pas toujours adapté et opérant. Cinquième point de diagnostic, l'insuffisance, voire l'inexistence de maintenance préventive et d'entretien. On a les pannes récurrentes et une rupture partielle de l'offre de soins, faisant que les matériels médicaux acquis sont dans une situation de rupture d'utilisation. Celle-ci concerne généralement les scanners, les machines d'échographie, les automates, les autoclaves, le bloc opératoire, les groupes électrogènes, les banaliseurs ou incinérateurs, les respirateurs de réanimation, les tables de réanimation néonatale des services de pédiatrie, les chambres mortuaires, les machines à laver et de repassage, les lampes à pente, les microscopes opératoires, les générateurs d'hémodialyse. Sixième point de diagnostic important. Nous avons la concentration des services, des ressources infrastructurelles, logistiques et matérielles des offres de soins publics et privés à Dakar. Par exemple, sur les 12 établissements publics de niveau 3, les 10 sont concentrés à Dakar, dans la région de Dakar, et 2 sont dans la région de Diourbel. Septième point de diagnostic. Nous avons la forte concentration de l'offre de soins spécialisée, parce qu'on a l'offre de généralistes, mais on a l'offre de soins spécialisés dans les régions de Dakar, de Thiès et de Saint-Louis, notamment la cardiologie, la prise en charge des scanners, la neurologie, la neurochirurgie, la médecine nucléaire, l'urologie. Huitième point, nous avons la faiblesse de la capacité litière au Sénégal. Nous avons un lit pour 1589 habitants dans les services d'hospitalisation. Un lit pour 48 530 habitants pour les services d'urgence. Un lit pour 147 356 habitants pour la réanimation, qui est vraiment en deçà par rapport aux normes que nous avons au niveau de l'espace communautaire ou dans certains pays qui sont en voie de développement. Neuvième, nous avons l'existence que de 2 hôpitaux pédiatriques. Il y a l'hôpital pour enfants de Diamniadio et l'hôpital d'enfants d'Albert Royer pour 7 400 000 enfants. Donc cela veut dire qu'à ce niveau, les besoins sont énormes parce que nous avons des régions aujourd'hui qui doivent avoir quand même des services pédiatriques qui sont aux normes. 10e point de diagnostic. Nous avons la concentration des équipes médicales dans les régions de l'Ouest et du Centre-Ouest, dont l'imagerie médicale composée de scanners. 60% des scanners sont dans l'axe Dakar, Thiès et Diourbel. D'IRM, on en a 4 à Dakar, 1 à Touba et 1 en cours d'installation à Ziguinchor. Les mammographies, on en a 20, dont 10 sont à Dakar.
les tables de radiologie télécommandées. On en a 24, dont 14 sont dans l'axe Dakar, Thiès et Diourbel. On a la radiothérapie aussi qui est composée de 3 appareils, dont 2 à Dakar et 1 à Touba. Nous avons 222 blocs opératoires sur le territoire national, dont 85 sont localisés dans la région de Dakar, 22 dans la région de Thiès. Nous avons 48 autoclaves fonctionnelles dans le pays, dont pratiquement la moitié est localisée sur l'axe Dakar, Diourbel et Thiès. Et nous avons 18 amplificateurs de brillance, dont 66% sont sur l'axe Dakar, Thiès et Diourbel, et 227 couveuses incubateurs, dont 125 sont dans la seule région de Dakar. 11e point de diagnostic. Nous avons la problématique de la disponibilité des médecins spécialistes et de la non-maîtrise de la masse salariale, avec des affectations ou démissions de personnel, surtout affectés dans les régions reculées. L'insuffisance de personnel qualifié au regard des enjeux d'atteinte des objectifs d'amélioration de la qualité des soins. Disparité entre les régions en matière de répartition des ressources humaines spécialisées. On a des centres de santé qui sont érigés en établissement en EPS 1, mais qui ne disposent pas de personnel qualifié. On a un gap de 951 médecins spécialistes à combler pour couvrir les besoins en ressources humaines des établissements de santé et pour certaines disciplines telles que la cancérologie, la neurochirurgie, l'anesthésie-réanimation, la médecine d'urgence, la chirurgie cardiovasculaire, l'oncologie, et plus de 80% de ces services que je viens de citer sont encore concentrés sur l'axe Dakar, Saint-Louis et Thiès. 12e, nous avons le retour dans la mise en œuvre de la carte sanitaire pour faire évoluer substantiellement le plateau technique médical et l'offre de soins de qualité, notamment en essayant de passer à l'érection de cases de santé en poste de santé, de postes de santé en centre de santé et de centres de santé en EPS. Donc ça veut dire que nous avons une carte sanitaire qui aujourd'hui est un peu en retard dans sa mise en œuvre par rapport à la population dont nous disposons et par rapport aux besoins de santé exprimés par ces populations-là. 13e point de diagnostic. Nous avons constaté l'irrégularité dans la situation des agents de santé du ministère de la Santé suite à un contrôle des effectifs du personnel de santé réalisé par la direction de la SOLD qui a eu à confronter sa base de données avec celle du ministère de la Santé. Ça veut dire le personnel que la SOLD paye et le personnel que le ministère de la Santé emploie réellement. Et ce contrôle a permis de faire ressortir 1080 agents en situation irrégulière, dont 480 agents présents dans la base de données du ministère de la Santé, mais non répertoriés dans la base de données de la SOLD, ça veut dire au niveau du ministère des Finances et du Budget. 600 agents actifs dans le fichier de la SOLD et qui n'ont pas été répertoriés au niveau de la base du ministère de la Santé. Nous avons ensuite retrouvé 142 qui ont été régularisés, mais à ce jour, nous avons un problème avec un nombre de 399 agents qui sont payés plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère de la Santé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Maintenant, les dispositions sont prises pour une présentation de ce dossier au niveau de l'agence judiciaire de l'État, parce qu'on peut demander des ordres de recette pour ces personnes, peut-être qui ont demandé une disponibilité, qui sont parties depuis très longtemps, mais qui continuent encore à percevoir des salaires.
Pour plus de visibilité sur le personnel et la masse salariale, un audit est en cours de réalisation par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 14e point de diagnostic. Nous avons le problème récurrent de couverture budgétaire pour les agents contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui peinent à payer les salaires à partir du mois de septembre à cause d'une provision qui est insuffisante, faite sur la base de 8 mois au lieu des 12 mois qui sont prévus. Et c'est ce qui explique souvent que nous avons ces problèmes-là avec les agents contractuels, avec le ministère de la Santé. 15e point de diagnostic par rapport à la situation que nous avons trouvée ici. Il y a la situation complexe liée à la signature d'un contrat à travers le mécanisme AVAT de l'Union africaine. Et ce contrat a été signé le 6 septembre 2021 pour l'acquisition de plus de 5 millions de doses de vaccins dans le cadre de la lutte contre la COVID. Ça veut dire des vaccins Johnson & Johnson. Pour un montant de 29 milliards et demi. En effet, le Sénégal avait un reliquat de 4,8 millions de doses à livrer pour un montant qui est ajusté à 23,7 milliards de francs CFA. Mais cette dose devait être détruite dans un site en Belgique. Avant notre arrivée, et avec l'accord de la Banque mondiale, il a été retenu sur l'instruction du ministère des Finances et du Budget de procéder au paiement des factures d'acquisition des vaccins conformément à l'accord cité ci haut. Et le gouvernement du Sénégal a donné instruction à AVAT de procéder à la destruction des vaccins au site stockage Belgique à la date du 14 février 2024. Le 19 mars 2024, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a confirmé l'avis de destruction de la totalité des doses restantes. Dès ma prise de fonction, j'ai pris la décision de demander la suspension de ce processus lors d'une rencontre avec la Banque mondiale. Avec l'appui du ministère des Finances et du Budget, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de négocier pour une restructuration du montant des 23,27 milliards de francs CFA afin de l'investir dans le renforcement du système de santé de notre pays. Et ce problème par rapport aux doses de vaccins n'est pas seulement propre au Sénégal. Il y a beaucoup de pays africains qui sont confrontés à cette situation-là et chacun est en train de voir comment négocier à sa manière. Mais moi, ma position, il est pour moi comme inacceptable de payer des vaccins à détruire alors qu'on a besoin d'argent pour investir dans nos systèmes de santé, surtout dans nos pays africains. On a comme 16e point de diagnostic qu'on a trouvé ici, la situation relative à des dépenses exécutées mais non encore justifiées d'un montant de 1 165 498 €, soit 764 millions de francs CFA, concernant le programme national de lutte contre le palu pour la période 2018-2020 dans le cadre de la subvention du Fonds mondial, subvention de 21,2 milliards de francs CFA. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale doit rembourser le montant non justifié pour ne pas s'exposer à un débit double du montant de versement de la prochaine subvention. Ça veut dire que le principe
du Fonds mondial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un montant qui n'a pas été justifié, vous le remboursez directement sans, disons, sans coût additionnel. Mais si vous ne le remboursez pas, au niveau de la prochaine subvention, ils prennent le double du montant qui a été dû. Donc là, l'option du ministère, c'est de voir comment rembourser le montant qui est dû pour récupérer au moins une partie de l'argent qui devait être défalqué par le Fonds mondial. 17e point de diagnostic. Nous avons aussi le détournement de fonds à Kolda dans le cadre du projet PASM. C'est le projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant, à hauteur de 42,5 millions de francs CFA entre 2015 et 2018, constaté à la suite d'un audit d'organes indépendants, notamment le cabinet GMS et l'inspection générale des finances. Ce projet d'appui est une convention de financement avec l'AFD pour Kolda et Sédhiou d'un montant de près de 8 millions d'euros, destiné à la construction des centres de santé de Médina Yoro Foulah et de Bounkiling et à la réhabilitation du centre régional de formation en santé de Kolda. Ce projet a été suspendu par l'AFD à partir de juillet 2019, suite à ce détournement. Et cela a occasionné la perte d'un financement de 7,2 millions d'euros à peu près, en plus de la demande de remboursement du montant de 42 millions de francs CFA dû et que le Sénégal doit s'engager à rembourser pour une question de dignité et d'honneur. 19e point de diagnostic. Nous avons constaté que le système d'action sociale est encore faiblement doté en ressources, que ce soit en ressources humaines ou ressources financières, pour remplir convenablement sa mission, qui consiste à renforcer globalement notre système de santé et de protection sociale. Parce que la protection sociale va de pair avec la promotion de la santé. 20e point de diagnostic que nous avons constaté, c'est que de 2013 à 2023, il y a eu presque 1000 milliards mobilisés au titre de l'investissement dans le secteur de la santé. Mais au regard de la situation dans laquelle se situe notre système de santé, notamment les établissements, les structures de santé, il est quand même à indiquer que ce montant n'a pas eu vraiment un impact très sensible sur le développement sanitaire au niveau de notre pays. Il faut souligner que le ministère de la Santé, aujourd'hui, est à 9% du budget national, au lieu des 15% qui sont recommandés par la CEDEAO. Donc cela veut dire que les besoins de financement restent encore énormes pour le secteur de la santé. Le dernier point de diagnostic qui est très important concerne la rétention des données sanitaires de routine et la non mise à jour de la plateforme DHI2 qui non seulement ne permet pas d'avoir une évaluation de la performance de notre système de santé, notamment le renseignement de certains indicateurs sanitaires clés, mais aussi cela fait manquer beaucoup d'opportunités de financement de notre secteur de santé. Parce qu'à chaque fois qu'on se présente à la table des bailleurs de fonds, on nous dit toujours de sortir nos indicateurs sanitaires. Parce que pour financer des programmes et des projets, il faut avoir des situations de référence pour dire d'où on vient et après une situation cible d'où on veut aller. Et si on n'a pas cette possibilité d'avoir des données pour montrer d'où on vient et d'où on va, le bailleur ne peut pas être convaincu pour mettre de l'argent parce que c'est comme si on ne sait pas, on n'a pas la bonne vision dans la politique. Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi de féliciter et d'encourager à ce titre l'ensemble du personnel de santé et de l'action sociale pour leur professionnalisme. J'ai trouvé un personnel dévoué malgré les difficultés, en particulier celui en service dans les zones difficiles d'accès et enclavées. Je confonds mes remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur contribution inestimable apportée au secteur qui nous ont valu des résultats globalement satisfaisants. Cela m'amène maintenant à vous entretenir des réalisations enregistrées durant la période écoulée, ça veut dire la période des 6 mois. Et cela selon un certain nombre de séquençages, dont le premier point concerne d'abord le domaine des infrastructures sanitaires. Pour les réalisations dans le domaine des infrastructures sanitaires, nous avons le lancement et l'achèvement des travaux et la mise en service prochain du pôle mère-enfant du centre hospitalier de Pikine, du centre de santé secondaire de Jaxaay à Keur Massar. Nous avons la réhabilitation et l'extension des centres de santé de Bambey, Darou Khoudoss, de Birkilane. Nous avons aussi la construction du centre de santé secondaire de Ndiassane. Nous avons aussi le lancement de la procédure de marché de construction des centres de santé de Salémata, Pire, Médina Yoro Foulah et Foundiougne. Et enfin, nous avons pu mobiliser 330 millions de francs CFA au titre de ce qu'on appelle le BCI décentralisé pour la construction de 10 postes de santé au Sénégal. Dans le domaine de la digitalisation et de l'information sanitaire, nous avons lancé le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, qu'on appelle PAENS, financé par la Banque mondiale et dont le coût sera de 30 milliards pour le ministère de la Santé. Et cela permettra de démarrer le projet du dossier patient unique. Nous avons le lancement à Tambacounda de l'application digitale M-Santé.com, destinée à faciliter la transmission des données de santé collectées par les acteurs communautaires, qui est quand même une première innovation. Ça veut dire qu'on arrive à avoir des données recueillies par les relais communautaires et qui sont rentrées dans la base de données au niveau de nos structures de santé. Nous avons le déploiement du système de santé numérique, dossier patient unique partagé dans les services de médecine interne, gastro-entérite, chirurgie générale, anesthésie réanimation et centre diabétique au niveau de Abass Ndao. Donc il est en cours d'expérimentation, même s'il est actuellement en interne, mais qu'on attendra de pouvoir faire ce qu'on appelle le déploiement à l'échelle et l'interopérabilité, qui fait que le dossier patient à Dakar peut être retrouvé à Matam ou dans une autre région. Nous avons aussi la disponibilité des tests au laboratoire national de santé publique pour la PCR en temps réel des virus suivants: fièvre hémorragique Crimée-Congo, dengue, chikungunya, Zika, fièvre jaune et Mpox. Maintenant, dans le domaine du relèvement du plateau technique et des prestations. Le relèvement du plateau technique concerne essentiellement la dotation en équipements médicaux et biomédicaux, ainsi que des ressources humaines qui ont été faites sur la base d'un inventaire des besoins urgents des structures de santé dans toutes les régions. Parce que dès notre arrivée, nous avons lancé des concertations avec les acteurs de santé pour savoir les besoins urgents à prendre en charge. Besoins en termes d'équipement, en termes d'infrastructure, mais en termes de personnel
pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients au niveau de nos structures de santé. Pour cet inventaire, toutes les spécialités du plateau technique, médico-technique ont été renforcées avec le laboratoire, l'imagerie, la radiothérapie, le bloc opératoire, la réanimation, les maternités, unités de néonatologie qui couvraient presque toutes les régions. Dans l'ensemble, 23 postes de santé ont été dotés significativement en équipements médicaux et mobiliers en cohérence avec leur paquet d'activités prévues par la carte sanitaire. 29 centres de santé et 6 établissements publics de santé de niveau 3 ont été appuyés en mobilier hospitalier, en équipement de laboratoire pour les spécialités biochimie, hématologie, hémostase, en équipement complet de blocs opératoires également. Et nous avons aussi 3 centres de garnison, ça veut dire gérés par les forces armées, qui ont également pu bénéficier de ce type d'équipement. Maintenant, si on prend spécifiquement les domaines, et en commençant par l'imagerie médicale, nous avons pu acquérir 2 scanners de 64 barrettes pour les hôpitaux de Kaolack et de Tambacounda sur financement de la JICA, de 5 tables de radiologie numérique pour les centres de santé de Hombol, Pout, Sakal, Ranérou, Darou Mousti, de 3 appareils de radiographie mobile pour les centres de santé de Passy, de Rufisque et de l'hôpital de Thiès, de 5 appareils d'échographie pour les centres de santé de Sépi-Ponty, Birkilane, Guinguinéo et les hôpitaux Albert Royer et Roi Baudouin. 5 appareils d'échographie cardiaque pour les hôpitaux Cheikhoul Khadim à Touba, de Fatick, Fann, Kolda. On a aussi une IRM qui est en cours d'installation pour l'hôpital de la Paix à Ziguinchor. On a une table d'angiographie pour l'hôpital d'Al Djam qui viennent renforcer surtout les capacités de prise en charge des pathologies neuro- et cardiovasculaires pour le Sénégal. Dans le domaine des blocs opératoires, nous avons pu mettre à disposition 5 amplificateurs de brillance au service de l'hôpital Khadim Rassoul de Touba, OGIP, hôpital de Kaffrine, hôpital de Thiès et hôpital de la Paix de Ziguinchor pour la prise en charge des polytraumatisés. Nous avons aussi acquis 2 autoclaves verticaux de 90 litres pour l'hôpital régional de Kolda. Nous avons aussi mis en place un service d'une mini-unité de stérilisation et thermosoudeuse au niveau de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Maintenant, au titre des services de réanimation, nous avons pu acquérir des respirateurs pour les hôpitaux de Ziguinchor, de Kolda, de Tambacounda, l'hôpital pédiatrique de Diamniadio, de Fann, l'hôpital de Tivaouane, de Ndioum, de Saint-Louis, de Ourossogui, de Abass Ndao, de Roi Baudouin, de Youssou Mbargane, de Louga, de Mbour, de Linguère, de Thiès et de Agnam dans le Matam. Pour le renforcement des soins pour la santé de la mère et de l'enfant, nous avons aussi mis à disposition des équipements, des blocs obstétricaux au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye, du centre de santé de Ranérou, du centre de santé de Galoya, du centre de santé de Maka Koulibantang, du centre de santé de Sokone, conformément aux normes requises. Concernant le renforcement de la disponibilité des soins néonatals, nous avons pu acquérir 35 couveuses, 20 tables de réanimation néonatale et 20 lampes polythérapiques, ainsi que la dotation des équipements de maternité constitués de lits kangourous, de tire-laits électriques, de berceaux, d'aspirateurs de mycosie, de pèse-bébé pour au moins 20 structures de santé au niveau du pays, y compris les hôpitaux.
Nous avons aussi pu faire la validation du plan stratégique de la santé de la mère, de la santé de la reproduction maternelle, nouveau-né, infantile et de l'adolescent, qu'on appelle SRMINIA, pour la période 2024-2028, pour un budget global de 354 milliards. Nous avons aussi acquis du matériel roulant, dont 40 ambulances médicalisées de type 4x4 sur financement de l'État, du projet ISMEA et du projet COVID-19 de la Banque mondiale. Nous avons aussi acquis 50 véhicules de type 4x4, 592 motos Yamaha et 3 camions pour le transport des vaccins dans le cadre d'un partenariat avec l'UNICEF. Nous avons aussi pu procéder à la délivrance d'autorisations avec 54 autorisations pour la création de structures privées de santé, ça veut dire des cabinets ou des cliniques, mais également 104 autorisations de mise sur le marché de médicaments à travers l'Agence de réglementation pharmaceutique et 168 autorisations de création d'officines de pharmacie. Nous avons aussi comme réalisation ce qu'on appelle l'atteinte du niveau 3 de maturité de l'Agence de la réglementation pharmaceutique, qui va permettre de booster la relance pharmaceutique et la production locale de vaccins. Parce que pour arriver à produire des vaccins ou à produire des médicaments, il fallait avoir ce qu'on appelle le niveau de maturité 3 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est comme si maintenant on est accrédité et qu'on a le feu vert pour pouvoir faire la production au niveau local. Nous avons aussi la certification ISO 9001-2015 du Comité national d'éthique pour la recherche en santé, parce qu'on va aller vers l'intensification pour la promotion de la recherche biomédicale et clinique au Sénégal, et il fallait avoir cette certification-là pour donner des gages de garantie et de sécurité. Nous avons aussi pu renforcer les ressources humaines, notamment avec le recrutement de 339 agents contractuels avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour combler le gap identifié suite au diagnostic, dont 152 personnels médicaux et paramédicaux et 187 agents d'appui. Malgré ces réalisations dans le domaine du relèvement du plateau technique médical, le Sénégal reste confronté à la problématique des maladies émergentes, telles que la Covid, et à la nécessité d'accroître notre souveraineté sanitaire, recherche, infrastructure, plateau technique et ressources humaines, sous tous ces aspects. Les contraintes du secteur résident dans la lutte contre la mortalité néonatale, les accidents domestiques et à la prise en charge des urgences pédiatriques. À cela s'ajoute l'augmentation des maladies non transmissibles et les difficultés de prise en charge des urgences sanitaires. À côté des ressources domestiques utilisées pour investir dans notre système de santé, l'État du Sénégal est également accompagné par les partenaires techniques et financiers que je remercie au passage. Maintenant, dans le domaine des conventions de financement, pour les 6 mois, nous avons pu procéder au renouvellement du partenariat de financement avec la Fondation Buffett pour un montant de 12,2 milliards de francs CFA pour l'année 2024-2025. Nous avons aussi eu la convention avec le Fonds mondial pour une subvention de l'année
2024-2026 à hauteur de 32,2 milliards de francs CFA pour le financement du paludisme, du VIH-Sida, de la tuberculose et du renforcement du système de santé. Nous avons pu aussi avoir une subvention du Fonds mondial, mais qui est destinée exclusivement au renforcement du système de santé à hauteur de 14,4 milliards, mais pour l'année 2024 aussi et 2025. Nous avons aussi la convention de partenariat avec la JICA, ça veut dire la coopération japonaise, d'un montant de 15 milliards pour l'extension de l'hôpital de Thiès avec un bâtiment de 300 lits composé de 8 services médicaux et à la disposition et aussi d'une IRM de 1,5 Tesla. Nous avons aussi une convention de financement avec la COICA, ça veut dire la coopération coréenne, d'un montant de 3,6 milliards pour le renforcement de nos capacités en laboratoire de santé publique. Avant d'adresser les perspectives inscrites en droite ligne du nouveau référentiel, je voudrais m'arrêter sur 2 points d'une grande importance. Le premier point concerne la mobilisation des financements pour la campagne de vaccination contre la rougeole d'un montant de 7,2 milliards pour la cible 9 mois à 15 ans. Parce qu'avant, il faut dire qu'au Sénégal, on vaccinait de 9 mois à 5 ans. Maintenant, compte tenu de l'évolution de cette épidémie-là au sein des classes au-delà de 5 ans, nous avons jugé nécessaire, pour plus d'efficacité, de couvrir la population de 9 mois à 15 ans. Et la somme de 4,5 milliards a été prise en charge par l'État du Sénégal et le reste par les partenaires techniques et financiers, dont Gavi, qui a donné 2,4 milliards de francs CFA, et OMS et UNICEF qui ont donné 221 millions de francs CFA, qui composent le budget qui a été mobilisé. Un deuxième point important concerne l'accompagnement pour le retour des populations déplacées de Casamance, avec la réhabilitation et l'équipement des postes de santé et de maternité, mais également la construction de nouveaux postes de santé financés à travers différents programmes et projets du PEDEC, PUDC, ANREC et PUMA d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA. Ces points m'amènent aujourd'hui, après le diagnostic et la mise en évidence des réalisations qui ont été faites au cours des derniers 6 mois, à se projeter maintenant dans le futur, dans l'avenir, surtout par rapport à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et dans cet agenda, il est clairement défini que la santé et l'action sociale constituent une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Pour une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Les défis relatifs à la santé et à l'action sociale sont adressés dans le nouveau référentiel des politiques publiques, la stratégie nationale de développement SND 2025-2029, notamment au sein de l'axe 2, capital humain de qualité et équité sociale. Ce nouveau référentiel envisage une réforme en profondeur du système de santé et d'action sociale
qui permettra de bâtir un système de qualité accessible à tous et résilient aux chocs. La vision est dès lors de construire un système de santé de qualité accessible à tout Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence et son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région. Inscrite au cœur de la couverture sanitaire universelle et d'un système de protection sociale inclusif et efficient, cette vision a été déclinée en 4 axes stratégiques. Le premier axe, c'est de passer d'une santé curative à une santé préventive, qui adresse la question des déterminants de santé. L'axe 2 adresse la question de la réduction des distances entre les usagers et les structures de santé pour lutter efficacement contre les déserts médicaux. Troisième axe, augmenter l'effectif de personnel de santé qualifié. Parce qu'on a vu que dans le diagnostic, que le personnel spécialisé manque surtout dans les zones reculées. Surtout pour répondre au principe du droit à la santé pour tous, quel que soit le lieu de résidence et le statut social. Et le dernier axe sur lequel on a une ambition, c'est de transformer le Sénégal en hub de santé régional pour promouvoir le tourisme médical au Sénégal. Maintenant, ces axes stratégiques ont été déclinés en leviers de transformation systémique du système de santé et d'action sociale, mais également en 15 actions prioritaires à mettre en œuvre. Au besoin, je donnerai plus de détails, mais à ce stade-là, sur les leviers, les 8 leviers et les 15 actions, je préfère m'en limiter là. Maintenant, au besoin, on peut expliquer ce qu'on appelle levier et ce qu'on appelle actions prioritaires qui sont ici dans un fichier. Maintenant, cela m'amène à aborder la dernière question par rapport à ce point de presse, notamment les actions urgentes pour enclencher la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Afin de lancer la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques pour le secteur de la santé, il est envisagé un certain nombre d'actions urgentes à court terme. La première action a consisté à mettre en place une unité d'assistance technique de projets et programmes que nous avons dénommée Delivery Unit. Cette Delivery Unit doit nous aider à améliorer ou à accroître nos capacités organisationnelles, nos capacités techniques, mais également nos capacités de mobilisation de financement. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter au budget national ou bien au financement domestique. Le ministère de la Santé doit avoir les capacités d'aller à l'assaut de financement, non seulement innovants, mais de financement qui existent à travers le monde et qui peuvent être sous forme de subventions ou sous forme de dons. Et l'une des missions de cette Delivery Unit, c'est de nous aider à accroître substantiellement notre capacité de mobilisation de financement pour faire face à nos besoins de santé. Deuxième point, par rapport aux actions urgentes, nous allons procéder à l'adaptation du plan national de développement sanitaire et social au nouveau référentiel des politiques publiques. Et on est en train de faire cette activité-là, mais également de préparer la nouvelle lettre de politique sectorielle de développement de la santé. Parce qu'il faut qu'il soit bien aligné avec le nouveau référentiel des politiques publiques
qui vient d'être lancé depuis le 14 octobre passé. Un autre point concerne l'évaluation prospective et participative de la réforme hospitalière de 2018 et de la généralisation du management qualité, de la certification et de la normalisation des hôpitaux afin de procéder à la réforme de la gouvernance hospitalière. Parce que nous avons la loi hospitalière de 2018 qui n'a pas encore été complètement évaluée. Et je pense qu'avant de procéder au lancement de la constitution de nouveaux établissements publics de santé et de programmer tout ce qui est relatif à leur gouvernance, il est aujourd'hui urgent de procéder déjà à l'évaluation participative et prospective de cette loi pour mieux orienter les actions futures. Nous allons aussi procéder à la révision et à la mise à jour de la carte sanitaire selon les nouvelles normes et les standards pour améliorer la qualité de la desserte de soins. Parce qu'aujourd'hui, vous sillonnez beaucoup de localités au Sénégal, vous vous rendez compte que celles-ci utilisent des cases de santé. Et si vous évaluez leur population, ils ont même dépassé le stade de poste de santé. Donc, il y a un besoin de réajustement à faire dans notre carte de santé pour qu'il soit mieux conforme aux besoins de santé des populations. Nous allons aussi, comme action urgente, tenir un conseil interministériel sur le système de santé en vue d'aller probablement vers les états généraux de la santé, comme ça a été fait pour les autres secteurs, pour amener l'ensemble des acteurs à discuter et à voir aujourd'hui quelles sont les nouvelles orientations à prendre pour le secteur de la santé au Sénégal, pour que ça puisse mieux répondre aux besoins et aux aspirations des populations en matière de santé. Nous allons aussi renforcer le système de protection sociale, notamment en finalisant les textes de la loi d'orientation sociale, qui est aujourd'hui aussi en attente. Nous allons mettre en place au niveau du ministère une unité de santé environnement qui va adresser la question des déterminants de santé et qui va renforcer tout ce qui est politique de promotion de la santé, de prévention, surtout des maladies chroniques, mais également des maladies émergentes. Parce qu'il faut se souvenir que l'un des axes stratégiques consiste à voir comment passer d'une santé curative à une santé préventive. Donc on doit travailler sur les déterminants de santé pour pouvoir mieux asseoir une bonne politique de prévention sanitaire. Nous allons aussi mobiliser des entreprises nationales et internationales pour soutenir le processus de réhabilitation et d'équipement des centres de santé et des postes de santé à travers la RSE, ça veut dire la responsabilité sociale de l'entreprise. Parce que nous savons qu'au niveau domestique comme au niveau international, il y a beaucoup d'entreprises qui développent de la philanthropie. L'idée, c'est de voir comment se rapprocher de ces entreprises-là et leur proposer un plan de réhabilitation de nos postes de santé et de nos centres de santé dans l'urgence, compte tenu du fait que le budget national, au stade où nous en sommes, ne peut pas prendre en charge la totalité des besoins de réhabilitation de nos structures de santé. Et pour ce fait, nous demandons aussi la mobilisation des entreprises nationales et internationales. Nous allons aussi procéder au lancement d'une activité de mobilisation de fonds pour financer le fonds d'action sociale avec le soutien, par exemple, de Copar Express et des philanthropes que nous avons déjà identifiés au niveau national comme au niveau international. Parce qu'au niveau du ministère de la Santé, depuis 2013, nous avons une direction, la direction du Fonds d'action sociale, mais qui n'a pas encore une allocation de ressources. Nous allons voir comment trouver un financement catalytique avec l'État
mais essayer de se tourner vers des mécanismes de financement innovants pour essayer de couvrir les besoins les besoins en budget du Fonds d'action sociale, qui va beaucoup aider à prendre en charge, par exemple, les maladies non transmissibles, à aider certaines populations à avoir un accès à l'assurance ou tout simplement à se soigner en cas de besoin, surtout en rapport avec la direction de l'action sociale au niveau du ministère de la Santé. Donc cette direction viendra en appui à la direction de l'action sociale, parce que nous avons vu qu'ils sont quand même faiblement dotés en ressources humaines, mais en ressources financières. Nous allons aussi procéder en rapport avec le ministère de la Famille et des Solidarités au lancement de l'initiative d'adhésion à l'assurance maladie pour alimenter la caisse de la couverture sanitaire universelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a que la moitié des Sénégalais qui ont une couverture sanitaire. Ça veut dire quand ils sont malades, ils peuvent se soigner et c'est payé par un tiers. Les 9 milliards n'ont pas cette possibilité-là. Donc nous sommes en train de discuter avec le ministère de la Famille et de la Solidarité qui gère l'agence de la couverture sanitaire universelle pour voir comment amener les Sénégalais à cotiser, ne serait-ce qu'annuellement, un montant symbolique qui leur permettra d'être pris en charge en cas de besoin, surtout à 80%. Donc c'est une initiative importante qui, je pense, nous aidera à atteindre ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle et à régler beaucoup de problèmes de solvabilité au niveau de nos structures de santé, notamment les EPS, les établissements publics de santé. Et le dernier point par rapport aux actions urgentes consiste à organiser un forum national sur la relance de la production locale de médicaments et de vaccins. Ça veut dire la relance pharmaceutique. Et j'en avais parlé lors des journées organisées sur le médicament par le syndicat des pharmaciens, où aujourd'hui on est arrivé à un stade où on parle de relance pharmaceutique. Mais pour y aller, il va falloir organiser un forum dans lequel nous aurons les scientifiques, nous aurons les entreprises intéressées par tout ce qui est industrie du médicament, les industriels, mais également d'autres partenaires sénégalais, partenaires techniques et financiers, mais les consommateurs, pour voir aujourd'hui comment on peut mobiliser tout l'écosystème de production et lever les goulots d'étranglement pour trouver des solutions qui nous permettent vraiment de lancer notre relance pharmaceutique au niveau du Sénégal. Chers journalistes, voici les points que je voudrais globalement partager avec vous dans le cadre des 6 mois que nous avons eu à passer à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je vous remercie de votre aimable attention.